L'histoire commune de la colonisation. Cependant, Carolina Maria de Jesus et Françoise Ega sont toutes deux des femmes noires qui portent dans leur chair la marque de la colonisation européenne et dans leur récit les voix héritières de la diaspora africaine. Nous savons que l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles se confond avec l'histoire de l'exploitation de ces terres, de la colonisation marquée par l'esclavage, mais pas seulement. C'est aussi une histoire dont le passé a été révélé par d'autres récits, comme ceux qui évoquent la résistance contre l'esclavage ou les mouvements pour l'émancipation de minorités. L'historiographie sociale et la littérature noire mettent en lumière de nouvelles perspectives sur des histoires généralement dominées par des voix blanches. Ces discours posent de nouvelles questions sur le passé historique, en disputant des espaces dans la narration et la représentation de ces périodes. Françoise Ega et Carolina Maria de Jesus y contribuent avec leurs histoires. Le protagoniste de Temps des Madras évoque par exemple, je cite, « les chants des cannes des Békés qui défonçaient l'horizon ». Fin de citation. Les Békés étaient les grands propriétaires terriens de la Martinique, héritiers des colonisateurs blancs et représentaient alors la perpétuation des privilèges dont ces derniers jouissaient, tout comme les propriétaires terriens que Jésus décrit dans son journal de Bichit et qui se réfèrent aux propriétaires de moulins à sucre du temps de la colonisation au Brésil. Le Brésil est le pays qui a accueilli le plus d'esclaves africains, environ 4,5 millions. Dans les Antilles françaises, plus ou moins 1,5 million d'hommes et de femmes noirs ont été victimes de la traite. Ces personnes ont changé la vie des colonies américaines et caribéennes. L'appartenance ancestrale africaine est le sujet de la conversation de la petite Françoise avec le père Azou, ex-esclave qui travaille pour une de ses tantes et qui révèle à la jeune fille que ses ancêtres ont également peuplé d'autres terres. Je cite, « J'avais retenu une chose, c'est que l'autre pays n'était pas seulement la France. Il y avait aussi la Guinée, pleine de gens forts comme le père Azou, et plus loin encore, des pays pleins de cocotiers avec des êtres qui m'y ressemblaient. » Fin de citation. Bichit, petite fille d'esclave qui a travaillé dans le champ quelques décennies après l'abolition de l'esclavage au Brésil, observe, je cite, « Je n'entendais que des rumeurs selon lesquelles les Portugais s'étaient désespérément battus pour être le propriétaire de ces terres, mais je ne voyais pas de Portugais dans la plantation. » Fin de citation. C'était sûrement grâce à la sueur de la femme noire et de l'homme noir que le Seigneur des Terres a rempli ses coffres, et ceux de la métropole portugaise. Même après l'abolition et l'arrivée au Brésil des émigrants européens, il y a eu de nombreuses formes d'exploitation du travail des hommes et femmes noirs, comme dans le cas de Bichit, qui, alors qu'elle était encore un enfant, avait travaillé dans le champ et comme domestique généralement sans recevoir de salaire. Françoise Ega, quant à elle, raconte comment la société antillaise sous domination française continue à fournir de la main-d'œuvre bon marché à la France, en remplissant les navires de mulâtres, je cite, de mulâtres, de noirs, de mâles bien portants qui quittent l'île pour aller faire du ménage. Fin de citation. L'analyse des œuvres de deux écrivains noirs, ouvrières et mères, nécessite, comme nous l'avons vu, de considérer le contexte socio-historique dans lequel les œuvres ont été produites et qui les ont précédées, déterminant, à mon avis, pour situer ces auteurs dans le temps et l'espace de leur production, sans perdre de vue la matière littéraire dont leurs œuvres sont faites. Visiter à travers leurs yeux l'expérience commune de la diaspora nous permet d'écouter d'autres voix, de reprendre le dialogue entre le présent et le passé à travers de nouvelles perspectives qui contribuent à désaliéner la compréhension du présent. De ces femmes noires émergent des archives de mémoire, faisant remonter à la surface de contextes qui font référence au passé africain. Ces lectures tendent les discours sur la présence des femmes noires et leur rôle dans la société brésilienne et française, la formation des nations, l'immigration évoquée, élargissant la connaissance du lecteur sur son propre présent et sur la tragique réalité des femmes noires en France et au Brésil.
C'est dans cette perspective que je lis ces auteurs, à partir desquels nous pouvons interroger le Brésil, la France, les Caraïbes, la littérature et les vestiges coloniaux qui subsistent dans notre présent. J'arrive à la fin. Après la découverte des lettres cet après-midi-là, à la BNF, j'ai présenté quelques ouvrages sur le travail de François Zega et un dialogue s'est instauré avec d'autres collègues brésiliens intéressés par cette histoire. Une partie de ces dialogues aboutira à la première traduction en portugais brésilien par Vinícius Carneiro et Mathilde Moiti de Lettres à une Noire, dont je signe la préface à côté de Carneiro. La traduction rendra l'ouvrage finalement accessible aux lecteurs de langue portugaise, pas juste au Brésil, mais partout où on parle portugais. Tandis que ma recherche doctorale cherche à fournir peut-être quelques premiers outils pour découvrir les correspondances possibles entre les œuvres de Carolina Maria de Jesus et de François Zega, dans l'espoir d'enrichir les espaces littéraires du zoo français avec les perspectives de deux femmes noires et de stimuler de nombreux autres travaux sur ces auteurs. Enfin, en ramenant ces lettres au Brésil, j'espère contribuer au travail des gars en devenant un des maillons manquants pour que cette correspondance arrive à bonne destination. Je vous invite à connaître ces œuvres et à lire François Zega et Carolina Maria de Jesus. Merci beaucoup